Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, c'est tout un plaisir de vous retrouver à chaque fois à ce rendez-vous de débat sur la radiodiffusion nationale tchadienne et la télévision nationale tchadienne. L'eau, c'est la vie, a-t-on coutume de dire. Nous vivons entourés d'eau. Près de 72% de la surface de la planète est constituée d'eau, des mers aux océans, en passant par les lacs, les fleuves et les rivières, sans oublier les mares. L'eau est aussi présente dans l'atmosphère sous forme de nuages de vapeur ou de pluie, ainsi que dans les nappes souterraines qui en recèlent d'énormes quantités. Suivant un cycle naturel, l'eau circule ainsi sur la planète sans jamais s'arrêter. Cependant, l'accès à l'eau, notamment l'eau salubre, se présente comme l'un des principaux défis pour les ménages tchadiens. De nos jours, beaucoup de Tchadiens manquent d'eau. La situation empire sous l'effet des changements climatiques. Ce qui amène un observateur averti à s'alarmer, et je cite, « Si rien n'est fait pour y remédier, le Tchad devrait être confronté à l'avenir à des pénuries d'eau récurrentes. » Non seulement les taux d'accès sont parmi les plus bas du monde, mais aussi les progrès sont restés insuffisants au cours des dernières années. Les raisons sont multiples, notamment le manque de ressources budgétaires consacrées à ce secteur. Les Tchadiens souffrent donc à la fois des manques d'eau et des inondations. Existe-t-il une politique de rétention des eaux fluviales? Sinon, quelle est la politique nationale en matière d'eau potable? Pourquoi la Société tchadienne d'eau, STE, peine à satisfaire les consommateurs? Autant de questions qui méritent d'être posées quelques jours après la célébration, le 22 mars dernier, de la Journée mondiale de l'eau. Mesdames et messieurs, pour débattre de ces questions, nous avons nos invités qui sont déjà en place. Nous allons leur laisser l'occasion de se présenter eux-mêmes. Je commence par ma droite. Merci. Moi, c'est le Dr Alhaj Hamid Zagalo. Je suis un enseignant-chercheur et en même temps secrétaire général de l'Université des sciences et des technologies d'Ati. Je suis également membre du comité technique chargé de travailler sur la thématique politique publique sectorielle, notamment sous le thème hydraulique urbaine et rurale. Merci pour la présentation. À ma gauche, une face habituelle. Oui, moi c'est Ali Zakaria Moussa, responsable donc de cette thématique publique sectorielle. Et à ce titre, le public pourra se demander pourquoi est-ce qu'il est là tout le temps. Oui. Et justement, c'est parce que j'ai joué ce rôle de coordination de 32 sous-secteurs que nous avons analysés dans le cadre des politiques publiques sectorielles. Et donc, je me fais accompagner à chaque fois avec les spécialistes pour échanger et porter à la connaissance du public, n'est-ce pas, ce qui se passe dans le cadre de préparatifs du dialogue, qui derrière ce dialogue, c'est comment refonder tout ce qui peut aider à déboucher sur un Tchad meilleur. Et la question de l'eau, vous l'avez si bien dit, c'est la vie. Et comment est-ce qu'on peut utiliser l'eau pour consommer, mais aussi pour produire? Et donc nous sommes là pour répondre à ces questions-là. Voilà, merci. Et nous voudrions aborder précisément le thème hydraulique urbaine et rurale, l'accès à l'eau. C'est une question d'actualité. Et nous voudrions la reformuler et reposer en termes de l'état des lieux à vous, docteur Aladji. Alors, quel état des lieux faites-vous de la politique sectorielle en matière d'eau potable au Tchad? Merci beaucoup vraiment pour la question. L'eau, ou bien l'état de lieu en termes de la politique des eaux au niveau national, en tout cas depuis 1990, l'État a mis une direction chargée de la gestion de l'hydraulique, rattachée au ministère des Mines. Arrivé en 1993, le gouvernement a créé carrément, l'État a mis carrément un ministère chargé de, comment on appelle, de l'eau. Et suite à ce ministère, il y a un inventaire qui a été fait. Et puis l'état de lieu, maintenant à l'état actuel de notre connaissance, montre beaucoup de choses. Nous avons des insuffisances de connaissances sur les eaux souterraines. Nous avons la disponibilité des partenaires techniques et financiers à appuyer ce secteur. C'est un état de lieu. Nous avons des constructions de certains châteaux d'eau
qui ne respectent pas les normes qui existent maintenant. C'est un état de lieu. Oui, des châteaux d'eau qui sont tombés en panne juste après l'inauguration. Oui, il y a ça aussi. Il y a les points d'eau également non fonctionnels. Il y a le texte réglementaire qui existe. Donc il y a autant de choses, vraiment, si on fait un état de lieu de façon détaillée par province et au niveau national. Donc on a nos atouts et on a aussi nos faiblesses au niveau de l'état de lieu des eaux. Oui, et cette politique a des atouts. On va aborder les atouts. Est-ce qu'on peut relever, docteur Moussa Zakaria, est-ce qu'il y a des atouts? Oui, les atouts, il y en a tellement. Beaucoup plus que les faiblesses, en fait, si on prend le temps de regarder. Prenons l'aspect politique instrumental, en termes d'instruments. Depuis 2003 jusqu'à 2020, il y a un schéma directeur de l'eau et de l'assainissement qui a essayé de tracer des pistes pour comment se comporter et comment agir quand on se retrouve dans quelle zone géographique du pays. Et ensuite, il y a eu une politique de l'eau urbaine, on va dire comme ça, et de l'eau rurale, pour faire simple, puisqu'on on parle avec les téléspectateurs. Et donc, dans cette dynamique-là, il y a eu beaucoup de projets qui se sont mis en chantier, et beaucoup d'efforts ont été faits graduellement dans le temps, tant et si bien que le constat qui a été fait par la personne que vous avez citée, c'est sûr que cette personne n'a pas sillonné tout le pays, mais il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits en termes de résultats pour améliorer notamment l'eau de consommation. Maintenant, le second atout que nous avons, mais que nous n'exploitons pas du tout, c'est nos différentes rivières. Tout le Tchad est traversé par des rivières, on va dire, vivantes à l'époque, mais à cause des aléas climatiques, elles ne le sont plus. Mais elles continuent de nous montrer qu'elles sont vivantes pourvu qu'on les aide à revivre à nouveau. Je m'explique. Si vous allez dans les zones sahéliennes, vous trouverez des rivières, des espaces bien désertifiés, mais là où il y a des rivières, vous voyez qu'il y a des arbres verts sur tout le long du lit. Ça, c'est ce que j'appelle, il faut les aider à revivre. Par des initiatives techniques, mais aussi des prises de responsabilité à la fois des populations et de l'État et des autres acteurs impliqués. Ça, ce sont des atouts qui existent, mais que nous n'exploitons pas encore. L'autre atout, c'est les eaux de ruissellement. En saison de pluie, que de gaspillage d'eau, il n'y a pas d'initiative pour retenir. Oui, c'est un paradoxe quand même, puisque nous sommes inondés en saison de pluie, en saison sèche, nous sommes dépourvus d'eau. C'est ça le paradoxe. Tout à fait. Et donc, tous ces atouts existent. On les voit, mais on ne les exploite pas assez. C'est pour ça que je dis qu'il y a davantage d'atouts si on prend le temps de regarder s'ils existent ou pas. Et effectivement, ils existent. Donc, il faut faire et ça, ce sont on va dire des acquis naturels. Mais est-ce que techniquement, les moyens sont mis à la disposition des techniciens pour effectuer des travaux de rétention d'eau, de curage de nos fleuves, puisque les fleuves sont pratiquement remplis de sable. C'est ce qui fait que l'eau ne reste pas. Est-ce qu'il y a des politiques, par exemple, de reboisement tout au long de ces fleuves? Justement, il y a cette dichotomie assez difficilement explicable venant de nous, les techniciens. Et c'est dans ce sens que, au niveau du CODNIL, l'aspect politique publique sectorielle, avec un seul grand P, avant de le multiplier avec des petits P, est né. C'est-à-dire que dans la mesure où on n'a pas privilégié le Tchad dans ses différentes aspirations, trouver la ligne directrice pour tout le monde, et à partir des expériences et des compétences des uns et des autres, on articule chaque politique pour que le Tchad soit ce que nous souhaitons qu'il soit. Et si on revient concrètement, je passe de cette logique théorique à du concret, on a eu des tracteurs. C'est indéniable. Des milliers de tracteurs. On a tous vu uniquement pour l'agriculture. Or, le tracteur est un instrument de maîtrise de l'eau. Et un instrument de maîtrise de l'eau pour le pêcheur et pour l'agriculteur. Mais ça, c'est notre faute à nous, les techniciens. Si on pouvait très bien utiliser les dents de ces tracteurs pour juste déblayer les lits de ces différents cours d'eau naturels, créer des conditions de diguettes appropriées, techniquement c'est faisable,
un pays comme le Burkina, qui n'a pas de l'eau comme nous, arrive maintenant à exporter de la verdure à l'étranger, des avions cargo viennent atterrir. Nous, on a ça, déjà. Sauf que cet exercice a manqué. Donc, il y a eu beaucoup de ressources aussi matérielles, financières. J'avais eu l'opportunité de faire une étude sur 2001 à 2011. L'État a décaissé 1000 milliards, un peu plus, pour le secteur rural. Mais on ne voit pas les effets à cause de ce type d'erreurs que je viens d'énumérer. Quand on a dit, il y a les tracteurs, au lieu de les utiliser pour maîtriser l'eau, on les a utilisés pour labourer. On a même pris des tracteurs pour les amener dans des zones sahariennes, sahélo-sahariennes, alors que là-bas, on a besoin de tractopelles pour dégager l'ensablement dans les oasis, qui, eux, ont de l'eau juste à fleur de sol. Vous avez été au Canem, ou je ne sais pas, c'est sûr que vous aurez vu que dans les oasis là-bas, l'eau est à fleur de sol, et maximum c'est 5 mètres de hauteur. Dans le Canem, dans le Grand BT. Voilà. Et donc, au lieu d'utiliser les initiatives financières de l'État pour adapter la mécanique qui construit, eh bien, on est allé dans une seule logique, utiliser des tracteurs de façon inappropriée, dans des endroits inappropriés, etc. Donc, je ne dirais pas qu'il a manqué de ressources, au vu de l'exemple que je donne, mais il a manqué d'organisation pour gérer les ressources. Alors, c'est ce que vous avez mentionné comme erreur des techniciens. Alors, est-ce que vous êtes d'avis que nous avons les moyens, mais la mise en œuvre fait défaut pour, par exemple, préserver l'eau de nos lacs, des rivières, des fleuves? Bon, ce que vous venez de dire, c'est presque les eaux de surface. Ce sont les eaux de surface qui regroupent les eaux des lacs, des rivières, des cours d'eau, etc., etc. Selon les données du ministère de l'eau, nous avons 21,8 milliards de mètres cubes par an en eau de surface. C'est vrai, il n'y a pas un mécanisme de gestion de cette eau de surface. Mais quand même, au niveau du lac Tchad, il y a quand même des projets sous-régionaux qui interviennent un peu dans ce sens. Est-ce que ces projets portent fruit? En tant qu'observateur averti, est-ce que vous constatez qu'il y a un changement? Est-ce que ce n'est pas une goutte d'eau dans la mer? Comment on appelle? Par rapport à certaines réalités, nous avons vu par exemple dans le Bata, Wadifira, etc., il y a même la présence, certains partenaires construisent des seuils de pendage, c'est-à-dire à travers des eaux de surface, ils stockent, et puis la population, le monde rural, utilise cette eau-là pour faire des cultures maraîchères. Et il y a un impact direct sur leur alimentation. Donc, en tout cas, le degré de valorisation de ces eaux de surface est vraiment faible, mais quand même, il y a quelques signes qui montrent que les eaux de surface également sont en valorisation par les partenaires et tout comme par l'État aussi. Oui. Et je pense qu'il y a certaines régions du pays qui sont fortement arrosées par la pluie, en saison de pluie. Est-ce qu'il y a la possibilité de retenir ces eaux? Nous avons vu quelques rétentions d'eau, les bassins de rétention d'eau à N'Djamena, qui d'ailleurs sont mal entretenus. Est-ce que réellement cette technique, cette solution est-elle possible? C'est tout à fait possible à la condition de responsabiliser tout le monde. Pour le moment, la notion de co-responsabilité pour des enjeux stratégiques n'y est pas encore. Pendant longtemps, le technicien dit, de l'hydraulique par exemple, puisque c'est le cas, il dit, avec votre impôt population, l'État va vous aider à, etc. Donc on a déresponsabilisé la frange importante de la population tchadienne. Mais aujourd'hui, pareil en ville, vous allez voir que c'est maintenant que ça commence avec les jeunes qui ont voyagé à gauche, à droite. Ils ont vu, ils commencent à faire la salubrité au devant de leur rue. Mais à un moment donné, on attend que ce soit la mairie qui vient curer les caniveaux, la mairie qui doit... Donc c'est l'État qui doit venir faire tout. Cette idée de co-responsabilité, elle a besoin d'être là au niveau de la maîtrise de l'eau. Et comme vous le dites, je complète ce que le docteur Zagalo a dit. Prenons le lac Tchad, par exemple. Le lac Tchad est une région autosuffisante. On n'a que 3 régions qui sont autosuffisantes au Tchad. La région du lac, la région du Mayo-Kébi et la région du Salamat.
Ce sont uniquement les 3. Si vous prenez un temps long, vous analysez, utilisez les ressources naturelles que Dieu nous a données et les rapportez à la production, il n'y a que ces 3 régions-là. Et juste à côté, prenons le cas du lac, juste à côté, vous remontez dans le Canem, notamment la zone de Rigrig, c'est à peu près 50 km. Eux, ils sont à 17% de satisfaction de leurs besoins alimentaires annuels. Juste à 50 km. Et pourtant, ils ont beaucoup des oasis où ils peuvent exploiter et produire conséquemment. Donc, c'est un enjeu de co-responsabilité, mais surtout de prise de responsabilité du niveau stratégique. Parce que le politique, par exemple, lui, il est ici, il donne les grandes orientations, il dit, voilà, on va investir 1 milliard ou 10 milliards, mais c'est fini, il a joué son rôle. Maintenant, c'est le stratégique qui doit s'adapter. Comment utiliser les ressources annoncées en fonction des réalités. Par exemple, si on prend le Mayo-Kébi, je précise que j'ai eu l'opportunité de sillonner dans toutes les régions du pays. C'est pour ça que je donne des exemples du terre-à-terre. Les téléspectateurs pourront s'interroger à ce propos. Voilà, donc je rassure de ce point de vue-là. Si vous prenez le Mayo-Kébi, sur 10 ans d'études, rapport entre population, 500 grammes par personne par jour, et céréales produites localement, le Mayo-Kébi non seulement assure, c'est valable aussi pour le lac et le Salamat, non seulement ils assurent leur propre manger sur l'année, mais ils dégagent aussi une réserve stratégique qu'on appelle ça souveraineté alimentaire, qui sert les autres. Ça, c'est parce qu'ils sont à la fois bien organisés et ils ont amené les techniciens là-bas à assurer convenablement leurs responsabilités. Et lorsqu'il y a des ressources venant de l'État ou des partenaires techniques et financiers, il y a une dynamique de synergie qui est née. Et ça manque dans le reste du pays. Donc le défi, il est là, malgré l'existence des atouts. Nous avons également un projet pratiquement sous-régional, hein. C'est même une gageure pour le gouvernement tchadien, le projet de transférer l'eau de l'Ubangui-Chari et le drainer vers le lac Tchad. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça avance? Nous regrettons l'absence des techniciens du ministère de l'eau, malheureusement, qui ne sont pas disposés. Mais nous, en tant que techniciens, nous pouvons quand même avoir un regard sur ce projet, Dr Aladji. Bon, je crois que la faisabilité, je pense que l'étude de faisabilité a été faite par le ministère. Oui. Et maintenant, il est question de la mise en œuvre. Qui dit mise en œuvre nécessite assez de paramètres à étudier. Les paramètres nationaux et les paramètres sous-régionaux. Donc, normalement, si nous avons un technicien du ministère, il pourra nous donner des informations avec exactitude. On est à quel niveau sur l'état d'avancement de ce projet. Oui. Et Dr Zakaria, vous avez relevé ici tout à l'heure, en parlant de l'état des lieux en milieu de ce projet, réalisation de eaux en milieu rural et urbain. Et quelle est réellement les réalisations qui sont faites dans ce sens? On va commencer par le milieu urbain et on va s'étendre vers le milieu rural pour fournir de l'eau potable, de l'eau consommable, l'eau qui se trouve sous sol, comment remonter et transformer afin que les Tchadiens ne puissent pas consommer de l'eau insalubre. Oui, il y a beaucoup d'efforts. Hein. Moi, j'ai des chiffres ici, mais je préfère que ce soit les techniciens qui le disent avec leurs mots. Mais grosso modo, on était à 10% de points d'eau il y a 30-40 ans. 10% d'eau potable en termes de consommation. Aujourd'hui, on est un peu au-delà de 50% d'eau potable disponible. Là, nous sommes en milieu urbain. En milieu urbain aussi. Oui, et rural. Voilà, et rural. Rural, c'est légèrement en bas, mais en milieu urbain, on est passé de 10 à plus de 50% de nos jours.
les chiffres varient comme il s'agit d'échantillonnage, mais grosso modo, et surtout que, pourquoi je parle de plus de 50% plutôt que de donner les chiffres, c'est que chaque jour, il y a des jeunes qui viennent agrandir le milieu urbain. Entre-temps, l'étude est déjà faite, l'analyse est déjà faite, et donc ceux-là ne sont pas pris en compte. C'est pour ça que je préfère prendre l'expression plus de 50%, plutôt que de donner le chiffre réel du temps T. Au moment où ça a été fait, c'est du presque 60%. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est 60%, mieux vaut dire plus de 50%, parce que chaque jour, il y a des jeunes qui entrent en milieu urbain. Voilà, donc c'est juste ça. Donc il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Ça, c'est un milieu urbain. Un milieu rural, avec les partenaires techniques et financiers, mais aussi avec les investissements de l'État, il y a eu pas mal d'efforts qui ont été faits. Prenons un projet que soutient la BAD, par exemple, qui s'appelle le PAEPAX, 1, 2, bientôt 3. C'est vraiment de l'eau potable en milieu semi-urbain et rural sur au moins 7 à 8 régions du pays. Et tous les programmes de développement ont toujours en eux des volets points d'eau potable. Tous les projets routiers ont toujours, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales de ces projets routiers, ils ont toujours des points d'eau potable. C'est pour ça que si vous prenez par exemple cette voie qui va vers le sud, vous avez l'Union européenne de l'eau pour le village 2. Ça, ce sont des initiatives pendant la construction de la route. On oblige que d'un point de vue social, qu'il y ait des points d'eau. Et d'un point de vue environnemental, que des arbres soient plantés en remplacement de ce que la route a abattu pour faire le passage. Et donc, ça, ce sont autant d'efforts qui se font. Il y a encore d'autres types d'efforts, notamment en milieu rural, c'est la prise de conscience des ressortissants des différents terroirs. Et là, vous trouverez des gens qui viennent ériger carrément des châteaux d'eau pour leur village, ou des points d'eau à manuel, notamment les pompes à motricité humaine, ça c'est PMH, comme disent les techniciens du domaine. Mais bref, l'effort des points d'eau, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, sont énormes. Seulement, le défi ici, notamment en milieu rural, c'est que les ruraux, ils se déplacent. Notamment là où il n'y a pas de point d'eau potable. Ouais. Et si leur réserve d'eau potable qu'ils ont pris de leur localité est terminée, ils se rabattent à la nature. Et c'est là où des efforts restent vraiment à faire. C'est-à-dire que s'ils vont au champ, il y a des gens qui se déplacent carrément au champ pendant un temps donné, le temps de sarcler, etc. Et là, souvent, il y a peu de points d'eau potable, donc ils consomment. Et là aussi, l'éducation, en termes d'assainissement, est aussi insuffisant. Et là aussi, c'est l'effort à faire pour relever ces défis, parce que eau potable rime avec assainissement, et si l'assainissement ne va pas ensemble avec la dynamique de l'eau, eh bien, la personne qui a de l'eau potable chez elle, dès lors qu'elle va au champ, elle peut consommer de l'eau insalubre avec tous les risques possibles, et donc finalement c'est source de maladies, et donc on dit régressement. Voilà, donc la personne régresse, et économiquement parlant, ça affecte aussi, parce que si la personne est malade, il n'y a pas de bras valides pour travailler, etc. Docteur Aladji Hamid, vous avez la même lecture de... Oui, je voudrais un peu, parce que je voudrais apporter une petite précision sur l'hydraulique urbaine même. Oui. C'est quoi? L'hydraulique urbaine désigne un dispositif constitué d'ouvrages de production, c'est-à-dire de forage, des pompes, d'adduction, de stockage et de distribution qui dessert une agglomération de plus de 1200 habitants. Toutes les zones qui ont des populations plus de 2200 habitants entrent dans l'hydraulique urbaine. Maintenant, l'hydraulique villageoise ou l'hydraulique rurale vise à donner accès à l'eau potable aux populations qui habitent dans des villages de moins de 12 000 habitants. Là-bas, les ouvrages sont pompes à motricité humaine et les unités de production hydraulique. Maintenant, comme le docteur vient de vous dire, le taux d'accès en eau potable depuis 1990 a suivi une
évolution selon les données du ministère de l'eau. En 1990, le docteur, il dit vraiment il faut qu'on dise plus de supérieur en ça. Oui. Mais comme nous, on a un peu travaillé, on peut donner des chiffres conformément à notre rapport qui a été fait. Exactement, oui. Donc, de 1990, nous avons trouvé un taux d'accès à l'eau potable à 10%. En 2000, c'est arrivé à 21%. 2010, 42,9%. En 2015, 53%. Et en 2021, 68%. Donc, ça, c'est selon les données du ministère de l'eau. Les défis qui restent vraiment à relever, c'est que, honnêtement, au sein de la République du Tchad, nous avons un problème même de la nappe phréatique elle-même. C'est-à-dire, la nappe, elle n'est pas là de façon permanente. Ce n'est pas des nappes qui se trouvent dans les réservoirs recherchés, le grès de Nubie. Oui, ce sont des formations, ce sont des formations sédimentaires qui constituent un bon réservoir ou bien stockage des eaux souterraines. Ces grès-là affleurent au niveau de BT, Ouada Géographie, jusqu'au Soudan, en Libye, en passant par l'Égypte. Ce sont des stockages, ce sont des lieux qui stockent les eaux souterraines. Mais malheureusement, ici, nous n'avons pas catégorisé avec détail, c'est-à-dire une étude détaillée de la localisation de ces nappes souterraines permanentes qui peuvent résoudre ces problèmes des eaux souterraines-là, des eaux potables. Donc on trouve des poches d'eau, des nappes aquifères, des nappes semi-captives. Il y a des nappes du socle cristallin, il y a des nappes de couverture en fonction de leur position géographique et en fonction de leur constitution géologique. Donc c'est pourquoi vraiment il y a un défi à faire. Il faut que l'État investissent dans la recherche pour bien localiser les eaux souterraines du Tchad. Et les catégoriser. Oui, et les catégoriser. Non seulement les localiser, et les catégoriser aussi. Là, ça aide à une prise de décision et ça aide aussi à une alimentation et un système même de canalisation. Voilà, là, vous avez fait un état des lieux de 1990 à 2021. Et quand on voit également la densité de la population a augmenté de 1990 à nos jours. Nous sommes à plus de 11 millions d'habitants. Et est-ce que, quand on fait cette comparaison entre ces chiffres que vous venez de communiquer pour conclure qu'il y a progrès et l'évolution de la population, est-ce que vous voyez que ça passe? N'oubliez pas aussi que de 1990 à 2021, il y a aussi augmentation des châteaux, de construction des châteaux aussi. Oui, et comme nous avons dit, effectivement, des châteaux. Oui. Mais sur 10 châteaux, combien fonctionnent normalement? Oui. Ça aussi, c'est une autre question. Oui, mais on sait qu'il y a l'augmentation du nombre de châteaux. Il y a l'augmentation de, comment on appelle, des pompes à électricité motrice. Oui. Donc chaque année, les partenaires, l'État, font quand même des puits, font quand même des forages. Mais donc l'accès, je pense qu'on a tenu compte de ça pour estimer ce pourcentage. C'est pourquoi je vous dis que ce sont des données fournies par le ministère de l'eau. Voilà. Je maintiens toujours la communication avec vous. Et tout à l'heure, Dr Moussa Ali Zakaria avait parlé effectivement de l'eau fournie au monde rural. Et est-ce qu'il y a un projet, un volet de projet spécifiquement orienté vers les nomades, par exemple? Puisqu'il y a des moments où ils n'ont pas besoin seulement de boire de l'eau, mais ils ont besoin de faire abreuver également leurs animaux. Oui. Est-ce qu'il y a des projets, un volet? Oui, d'abord l'État, à travers la délégation de chaque les délégués provinciaux. Et puis il y a les projets qui interviennent, tels que Pastor par exemple. Oui. Ça intervient dans le pastoralisme. La création des mares, des mares même artificielles pour stocker de l'eau. Donc il y en a quand même cette politique-là vis-à-vis de nomades. Mais seulement, je peux dire qu'il y a toujours insuffisance. Donc il faut appuyer pour que le taux d'accès des animaux soit vraiment efficient. Pourquoi parfois le manque de cette eau pour les animaux-là qui précipite les éleveurs à descendre vers le sud parfois,
dans le Bata, par exemple, je prends. Oui, d'où la nécessité de préserver et de conserver l'eau naturelle. Les eaux de pluie. Voilà. Et en même temps, les points d'eau pour bien. Oui. Donc, en même temps, pour au moins éviter, comment on appelle, la descente précoce des éleveurs qui, parfois, entre guillemets, avec les agriculteurs, peuvent créer des conflits intercommunautaires. C'est fut d'ailleurs le cas. C'est dommage. Voilà. Donc vraiment, nous voulons qu'on prenne ça en compte, une consigne va être instaurée pour qu'on évite ce genre de choses qui se répètent. Et docteur Moussa, comme nous venons de relever, la situation est là, nous avons fait beaucoup d'efforts, mais ces derniers temps, on suit quand même sur les réseaux sociaux que dans certaines localités du pays, il y a manque d'eau. Par exemple, la localité de Pala, c'est une grande ville. Vous avez également Mao, que vous avez cité. Nous avons lu les informations diffusées par les médias de la place, que beaucoup de Tchadiens ont du mal à accéder à l'eau potable. Pourquoi ces situations persistent dans ces localités? Oui, on ne va pas parler seulement de cette localité. Oui, je cite entre autres. Non, je suis d'accord avec vous, c'est pour conforter votre questionnement. En fait. Déjà, je disais que le vrai problème en matière d'hydraulique urbaine et rurale, c'est d'abord une question d'organisation, pas de gestion. Puisqu'on n'est pas bien organisé, la gestion posera problème. Si je ne sais pas que faire avec mes 1000 francs, si je viens au marché, je vais acheter la première chose dont j'ai vraiment envie et je me retrouve avec 400 francs et qui ne peut plus gérer autre chose. Donc l'organisation est essentielle. Prenons la zone de Koumra. L'eau est difficilement atteignable, c'est très profond. La zone de Pala, l'eau est profonde. Le nord du Bata, c'est jusqu'à 70 mètres, 80 mètres de profondeur pour avoir de l'eau souterrain. Ça, ce sont quelques exemples. Vous arrivez dans une localité comme Abéché, elle s'approvisionne à partir de Bitéa, 40-50 km plus loin. La ville d'Amdiaras, c'est du côté de Kaura, 30-40 km plus loin. Ce sont des réalités qui sont là. Il y a des espaces où il y a des socles granitiques qui empêchent, ou alors autre type de roches, qui empêchent d'avoir de l'eau ou pour X. C'est pour ça qu'il disait, il nous faut, par nous-mêmes, les techniciens sont là, faire des études appropriées pour faire une cartographie conséquente. Et ensuite, prendre les mesures, ça c'est par rapport au sous-sol, les nappes souterraines. Mais aussi les eaux de surface, que de gaspillage, tout le monde constate. N'Djamena est une ville, est une presque île, et après il y a le problème de production, etc. C'est une réalité. Par conséquent, faire en sorte qu'il y ait une maîtrise de l'eau, cela suppose une concertation avec l'habitant du petit coin, avec l'implication non seulement des hydrauliciens, mais des autres parties prenantes aussi. Parce qu'autour de l'eau, toute la vie se déroule autour de l'eau, parce qu'elle-même, elle est vie, mais tout autour, il y a beaucoup de choses qui se font grâce à l'eau. Donc tous les acteurs qui utilisent de l'eau doivent se retrouver avec les techniciens en charge de l'eau, avant de se projeter, et comme ça, on pourrait anticiper sur les difficultés lorsque, par exemple, la ville de N'Djamena, elle reçoit presque chaque jour au moins 1000 personnes. C'est un chiffre hasardeux. Alors, dire que déjà on est à 2 millions, et si chaque jour c'est 1000 personnes, par mois, on va dire, en 10 mois, c'est 1 million de personnes qui viennent, ou 100 000 personnes supplémentaires qui viennent. Or, restons dans le contexte de N'Djamena. Les réseaux de l'eau potable. La population, elle grandit plus vite que la capacité de réponse de ces réseaux d'eau potable. La preuve, dans les périphéries de N'Djamena, il n'y a pas la STE. C'est un exemple. Or, s'il y a déjà une planification qui permet de s'organiser, c'est la STE qui vient avant que la population ne vienne habiter dans ces espaces. Ça, c'est déjà un problème d'organisation. L'autre chose aussi, c'est l'héritage qu'on a eu
via des vieux réseaux d'eau historiques qui ont besoin d'être actualisés et pour X ou Y raison. Ça, c'est une chose. À l'époque, N'Djamena était une petite bourgade. Mais aujourd'hui, on a 10 arrondissements. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de décentralisation par arrondissement? Certains arrondissements dépassent même une ville. Voilà. Et donc, pourquoi déjà ne pas commencer par décentraliser les réseaux d'eau par arrondissement? Surtout quand on sait que même les tuyaux de canalisation sont pratiquement fatigués. Il y en a qui cèdent à tout moment. Alors, voilà. Et donc, si on co-responsabilise de façon concertée tous les acteurs, comme je le disais tantôt, si on a maintenant des cartes administratives de type communal. On a les communes de X, communes de Y. À l'intérieur des communes, même, il y a des arrondissements. À l'intérieur des arrondissements, il y a des carrés. Et un arrondissement à N'Djamena, comme celui du 10e et du 7e, c'est la moitié de la ville de N'Djamena, mais c'est un seul arrondissement. Ça veut dire qu'il leur faut 4 à 5 réseaux. Ce sont des choses de réflexion anticipatrice. Ce sont des pistes de solutions que et donc, nous c'est important que déjà en ville, puisque c'est là où se regroupent beaucoup de gens, il faut que le système hydraulique urbain et rural se met bien sûr au cœur de l'entreprise, mais s'entoure de tous les acteurs pour qu'ensemble des pistes appropriées soient trouvées de façon qu'au moment où il y a telle personne qui vient au quartier, c'est les gens du quartier qui connaissent que la personne est arrivée. Comme s'ils sont responsabilisés, l'information remonte très rapidement et le système de réseau anticipe. Oui, oui, vous voulez ajouter un élément? Ajouter un peu. Oui. À part ce que le docteur a dit sur le plan technique, il y a aussi un autre aspect qui freine également l'accès à l'eau potable au sein de nos différentes provinces. La capacité financière. Vous savez que dans certains centres provinciaux, il y a un déficit. Pourquoi? Parce que la population pense que l'eau c'est pour l'État, hein. On boit, on ne paye pas. D'autres... Alors qu'on a besoin de l'argent pour les entreprises. Voilà. D'autres, ils n'ont même pas une revenu de 1000 francs par jour. Donc ils préfèrent acheter de l'eau des bidons que d'utiliser ou bien que de payer l'eau de la STE. Donc ce qui fait que le centre est déficitaire, il ne pourra pas fonctionner. Donc du coup, il attend un coup de main de la STE, comment on appelle la SNE, la SNE, comment on appelle la base ici. Maintenant, comme la SNE a un budget annuel, donc parfois c'est très difficile de combler ces déficits-là et du coup on aura tout le temps, hein, la STE ne fonctionne pas dans certaines provinces et que les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Pour remédier à cela, il faut que l'État subventionne la STE de telle sorte que les centres déficitaires également auront, en cas de quelque chose, puissent améliorer certaines choses et que la population aura accès à l'eau potable. Ça, c'est vraiment un autre problème. Certains quartiers des provinces sont connectés directement au réseau de l'eau. D'autres, non. Et pour une population, pour un citoyen lambda qui n'a pas assez de moyens, et donc, du coup, pour faire drainer ce réseau-là pour passer devant sa construction, c'est un tas de problèmes. Donc, il ne pourra pas aussi avoir accès à l'eau potable. Donc, voici autant de problèmes qui s'imposent pour que la population ne pourra pas avoir vraiment l'eau potable dans certaines provinces. Oui, et donc il faut que la STE soit décentralisée, surtout le cas de N'Djamena et autres grands centres du pays. Le cas de N'Djamena là, d'ailleurs, vous savez que c'est presque un seul système de maillage. De Farcha jusqu'à Gassi. Et en plus, les conduites sont construites à base de ciment. Alors, pour résoudre ces problèmes, c'est pourquoi quand il y a coupure, c'est presque tous les quartiers qui ont des coupures. Donc pour résoudre ces problèmes, il faut, comme le docteur a dit, sectoriser et augmenter le nombre de châteaux. Et sectoriser par arrondissement pour que la pression sera vite. S'il y a coupure sur un arrondissement, les autres arrondissements fonctionnent. Et ça, vraiment, ça donne un peu un accès à l'eau potable que de laisser avec ce système qui est actuel. Et là, vous êtes d'avis, pour compléter ce que vous venez de dire, qu'il faut
également non seulement passer par secteur, mais également organiser les choses de telle sorte qu'il n'y ait pas coupure d'eau sur l'ensemble de N'Djamena, pour ne pas dire... Oui, c'est justement c'est ça l'idée de sectoriser par arrondissement, voire même disséquer à l'intérieur des arrondissements, ceux qui sont assez grands, de le faire. Il y a aussi un autre élément important à y rajouter, parce que au moins en milieu rural, on peut avoir de l'eau potable, parce que la nature est telle que c'est pur. Mais à N'Djamena, tous les eaux ne sont pas si potables. Donc, à N'Djamena, disons, dans les milieux urbains de façon générale, pas N'Djamena seulement, c'est important d'articuler à la fois assainissement et eau. Ouais. C'est vraiment capital parce que ceux dont la bourse ne permet pas d'accéder à l'eau, on va dire, potable ou à acheter, ils vont peut-être faire des puits avec des intempéries qui peuvent y entrer. Et les intempéries à N'Djamena sont plus nocifs que les intempéries du milieu rural. Et donc, assainissement et eau, et même si jamais on n'a pas encore créé des réseaux nécessaires, qu'il y ait un service d'assainissement pour éduquer la population de façon à ce que la population crée elle-même les conditions de consommer de l'eau potable. Je me rappelle, par exemple, nous à l'école, on nous apprenait que un peu couche de sable et puis couche de charbon et couche de ceci, ça filtre l'eau. Au moins, mais c'est pratique, il n'y en a plus maintenant. C'est un exemple. Surtout que les matériels de canalisation d'eau potable parfois sont souillés. Ça constitue des sources de maladies. Voilà, en plus de ça, nous avons un laboratoire national des eaux. Normalement, il est recommandé de prendre les échantillons avant son utilisation, d'envoyer au laboratoire pour déterminer les caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques et juger de cette eau, est-ce qu'elle est potable ou non. Mais malheureusement, certaines personnes, surtout les forages privés, la personne fait son forage et puis il alimente et puis il boit normalement l'eau. Oui, sans qu'il y ait une étude. Sans qu'il y ait une étude vraiment de l'eau potable proprement dit. Oui, nous sommes en train de parler ici en termes d'amener la population à éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait des maladies dues à la consommation de l'eau non potable. Alors, quels sont les risques? Nous ne sommes pas des spécialistes de l'assainissement ni de la santé. Mais comme c'est une émission, nous faisons l'état des lieux, mais en même temps, nous attirons l'attention de la population par rapport à la consommation de l'eau insalubre. Quels sont les risques que la population court en consommant, par exemple, de l'eau non potable? Les risques sont énormes. Prenons N'Djamena, tout le monde aime manger de la salade. Oui, sans bien laver avec... Alors, imaginez déjà, l'eau n'est pas potable et qu'il y a une épidémie, je dirais, de typhoïde dans presque toutes les maisons. Et or, on dit que la typhoïde, c'est la maladie des mains sales. On n'a pas de l'eau potable et on prend cette eau non potable, on lave la salade et on mange cette salade. Le cercle vicieux est vite bouclé là. Ça, c'est un premier danger pour la population. Donc, d'où l'importance de consommer de l'eau potable, quel que soit le prix. Et d'où aussi l'importance d'impliquer tous les acteurs et spécialistes de l'assainissement pour venir ici, sur votre plateau, entre autres, pour expliquer avec des mots simples, prenez ceci, prenez cela, et ça vous permet d'avoir votre eau potable, même si elle ne sort pas de la STE ou d'autres structures qualifiées. Donc ça, ce sont des choses importantes. Et donc, si je suis malade, je dois me soigner. Or, ce n'est pas tout le monde qui a 2000 francs de massarif par jour, pour faire simple. Et donc, les 1000 francs vont aller aux soins de la typhoïde. Il reste 1000 francs, alors que le 1000 francs va suffire pour les aînés ou pour les petits bébés. Et donc, on va manger une demi-fois par jour. Et voilà un peu à toute cette chaîne malheureuse-là qui va s'enchaîner, et se démultiplier par un et avoir plusieurs nœuds difficilement défaisables. Et donc, l'aspect eau potable est une priorité de priorité, puisque l'eau, je reviens à vous, vous avez dit l'eau c'est la vie. Eh bien, pour qu'elle soit vie, il faut qu'elle soit saine.
Et donc, si elle Sinon, n'est plus l'eau saine, deviendra la mort. la mort. Oui. Et donc, et si c'est la mort immédiate, ça va encore. Mais si c'est la mort à petit feu, alors c'est plus dur. Et quand on est malade, on n'est pas mort, mais on continue à vivre et on vit avec tous les regrets de ceci, de cela. Et donc, on est malade physiquement, psychologiquement, économiquement, socialement, etc., etc. Donc, c'est pire. Ça vaut la peine donc d'aller vers une dynamique de l'eau potable vraiment pour tous et créer les conditions d'assainissement nécessaires avec les spécialistes, veuillez les inviter, les amener à parler dans les langues locales, dans les radios communautaires à travers le pays. C'est vraiment essentiel et ça c'est d'un côté. Et de l'autre côté, dans le cadre de ce processus que nous on a enclenché, l'idée c'est d'arriver à une politique publique nationale qui oriente tous les Tchadiens. Et à partir de ce moment-là, si on prend le cas de la politique publique secteur eau, hydraulique, urbaine et rurale, eh bien que tout s'articule avec tous les acteurs nécessaires pour que la finalité recherchée pour l'eau urbaine comme l'eau rurale soit vraiment à la satisfaction en termes de quantité et de qualité dans le cas de figure-ci. Oui. Docteur Aladji, vous pouvez compléter la liste des risques, les facteurs de risque de la consommation de l'eau insalubre. Oui, je crois globalement il a bien parlé sur la santé d'abord humaine, notamment les éléments nocifs tels que les nitrates et les nitrites. Si on le trouve sur une eau, donc attention, ça va directement non seulement le typhoïde, mais ça va prendre encore une autre maladie qui est un peu dangereuse pour l'organisme. Donc raison pour laquelle la consommation de l'eau potable là, est vraiment nécessaire. Voilà, nous allons revenir un peu sur pour recentraliser les pistes de solutions, on dirait des solutions durables pour le Tchad, puisque nous parlons de l'hydraulique urbaine et rurale. Et en parlant de ces deux aspects, nous avons relevé l'aspect conservation de l'eau de surface et l'exploitation de l'eau souterraine et mettre à la disposition de la population. Alors, sur ces deux aspects, quelles sont les pistes de solutions durables puisque nous sommes en train d'évoluer vers la fin de l'émission? Déjà, articuler ces deux mots autour de la notion de maîtrise. Ces deux points, il y a un point commun qui les lie, c'est l'expression maîtriser l'eau. Pour maîtriser l'eau, c'est important que la population elle-même ait conscience de l'importance de maîtriser l'eau, qu'elle soit pour être consommée, que ce soit pour produire ou que ce soit pour entretenir notre nature biophysique. Là où il n'y a pas le désert, comment le reverdoyer, entre autres. C'est pour ça que j'appelle ça reverdoyer, donc nourrir la nature. L'aspect maîtrise de l'eau est essentiel. Mais pour qu'il y ait maîtrise de l'eau, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller avec l'eau, en dehors de l'eau pour consommer. Nous, on a 3 domaines clés qui font notre vie au quotidien. C'est l'élevage, l'agriculture et la pêche. Et c'est de loin les 3 domaines qui occupent près de minimum 70% des personnes actives chez nous au Tchad. Et puis pour ces 3 domaines, l'eau est incontournable. Oui. L'agriculture, l'élevage et la pêche. Et donc, et 70% des Tchadiens actifs vivent de ça, au moins 70%. Et donc, c'est capital pour que toute action future se fasse à travers une concertation préalable. Une concertation entre les techniciens, la population et les décideurs. Les parties prenantes. D'abord, une dynamique de concertation, c'est essentiel. Parce que les politiques sectorielles, ça devient secteur. L'expression secteur est là. Ça, c'est mon domaine, c'est moi le spécialiste, c'est moi le chef de ci, c'est moi le chef de ça. Avec l'eau, ça ne marche pas. Avec l'eau, ça ne marche pas. Et avec ces acteurs-là, ça ne marche pas. Et donc, c'est important que ça commence par un cadre de concertation. Comment on va faire pour maîtriser l'eau de consommation? Comment on va faire pour maîtriser l'eau de production animale, agricole, piscicole? Et comment on va maîtriser aussi l'eau
pour nourrir la nature qui continue à travers son existence de nous donner de l'eau. Donc cet exercice-là est la première conditionnalité du durable que nous recherchons tous. Si on ne fait pas cet exercice-là, les initiatives, quelles qu'elles soient, elles pourront venir sous forme monétaire, elles pourront venir sous forme de directives, elles pourront venir sous forme de technicité, mais ça ne sera pas durable. Donc l'aspect concertation est essentiel. Pourquoi cela? Parce que si on essaye d'aller vers une dynamique d'optimisation, on ne cherche pas vraiment la haute excellence, mais le minimum, il est là, il ne tient pas la route. Donc pour optimiser l'organisation et la gestion de la problématique de l'eau, cette dynamique sera ensuite déclinée. Une fois qu'on a la concertation, les responsabilités de chacun vont apparaître. À ce moment-là, le décideur aura des ingrédients pour prendre la décision, le financier aura de quoi attendre quel calendrier pour décaisser de l'argent s'il y a lieu. Bref, cette dynamique-là passe par la concertation. Je ne sais pas si je me fais compléter. Merci beaucoup. Vraiment, le docteur Ali a bien dit. D'abord, il faut une prise de conscience nationale. Ça, c'est fondamental. Deuxièmement, il faut que l'État établisse une carte hydrogéologique du Tchad, une carte détaillée en hydrogéologie, pour avoir une idée des différentes nappes souterraines. Et là, ça va aider les décideurs à leur exploitation après, pour que ça soit durable. Il faut également une création des directions provinciales de l'hydraulique. Maintenant, c'est des délégations, mais il faut vraiment une direction carrément. Qui coordonne les délégations. Il faut réhabiliter aussi, ou bien les points d'eau non fonctionnels, maintenant. Restructurer et renforcer les capacités des membres du comité de gestion des points d'eau. Pour une gestion durable, ou bien pour une solution durable, il faut vulgariser les textes régissant la politique nationale de gestion des ouvrages hydrauliques. Un autre aspect qui est très important dans la durabilité de la solution durable, l'eau est liée à l'électricité. Oui. Maintenant, si le problème de l'électricité n'est pas résolu, du coup, la durabilité de l'eau est un point d'interrogation. Donc, du coup, il ne faut pas perdre de vue l'aspect de l'électricité. Malgré que les deux sont détachés. Malgré que les deux sont mais ils ont un point commun. On a besoin de générateurs pour monter l'eau. Oui. Et là également, le constat montre qu'il faut donner des générateurs en fonction des productions. Là où il y a trop de production, il faut également mettre des générateurs qu'on appelle correspondants. Et pour vous, est-ce que le fait de gérer séparément les deux secteurs, c'est normal ou bien vous trouvez que c'est pas bien? Bon, étant donné que pour gérer séparément, c'est bien parce que lié, ça va être encore de surcharge à la personne. Ouais. Mais séparer, c'est pas un problème. Mais il y a toujours la synergie d'action. Ouais. Séparer n'est pas un problème. Mais il faut mettre un mécanisme de synergie d'action. Ouais, il faut que les techniciens du ministère coordonnent, chapeautent normalement les deux secteurs, pour évoluer ensemble. Donc je pense que si tous ces éléments-là a pris l'attention de décideurs, je crois qu'on peut à peu près aller à une solution durable. Oui. Oui. Et surtout la maintenance on dirait des châteaux qui existent, qui sont tombés en panne parce que tout simplement il n'y a pas les moyens d'entretien. Oui. Il faut peut-être augmenter également le nombre de châteaux. Oui. Non seulement ça, même la construction ne correspond pas aux normes requises. Oui, parfois l'étude n'est pas faite comme il se doit. Même les mètres cubes, est-ce que c'est ça qui évolue? Comment le système a été fait? Est-ce que ça respecte les normes ou pas? Et comme si ça ne respecte pas les normes, il ne doit pas alimenter comme il se doit. Et du coup, c'est un problème. Oui. Justement, dans les solutions, comme il l'explique, il y a des solutions que la population elle-même peut apporter. Oui. Et graduellement vers le haut. Or, puisqu'il n'y a pas de synergie, ce que peut faire la population, elle reste attentive.
croyant que c'est le technicien qui apportera. Dans la maîtrise d'eau de surface, il y a des diguettes qu'on peut faire. Juste poser des morceaux de cailloux et le technicien vient et apprend comment faire pour que la personne retienne déjà l'eau dans son propre champ ou à côté de son village. Et ça, c'est un exemple. Voilà, on dira entre autres, puisque nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission, nous tenons à remercier particulièrement Dr Aladji Hamid Zagalo. Vous avez accepté de venir nous édifier un peu sur cette question importante et votre présence nous a permis d'avoir suffisamment d'informations sur la gestion des eaux, que ce soit des eaux de surface, des eaux souterraines. Et je pense que vous aurez l'occasion de revenir encore une autre fois pour aborder d'autres questions qui concernent le sous-comité politique sectoriel qui concerne particulièrement l'eau et l'assainissement. On pourra aborder d'autres sujets. Docteur Zakaria, vous êtes Moussa Ali Zakaria. Voilà. Nous tenons à vous remercier également. Merci surtout pour votre disponibilité affichée, parce que vous êtes ici pour la énième fois, et c'est grâce à votre volonté que nous avons pu faire passer certaines questions préoccupantes qui concernent les politiques sectorielles. Alors, chers auditeurs, nous tenons également à vous remercier. Nous vous remercions pour votre disponibilité, surtout votre fidèle accompagnement, parce que vous avez toujours été avec nous. Et c'est la fin de notre émission. Nous tenons à vous remercier et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.